On dit Pablo Buono, Ouais, ça ouais, il est difficile à dire Ça, je me trompe pas. en français. C'est un peu imprononçable. C'est Buono en Buono. italien. mais Pablo en- le bon. Ouais, bon, ouais, ça veut dire bon C'est mieux pour un médecin, ça. en italien. Ouais. C'est bien, c'est mieux que cattivo, ouais, ça c'est sûr. J'ai une approche de médecine, bon, ma base c'est la médecine générale et la médecine du sport. Et puis j'ai évolué beaucoup autour de la micronutrition et vers une approche de la médecine que les anglo-saxons appellent aujourd'hui médecine fonctionnelle, functional medicine, voilà, qui est on va dire une approche de la médecine qui est plus holistique, avec une grosse base ouais, sur la nutrition, le microbiote intestinal, les hormones aussi, et puis à quel point le lifestyle peut influencer la santé. Donc il y a toute une part qui est être en bonne santé, la prévention, et puis il y a aussi appliquer ces principes-là peut-être à des gens qui ont une pathologie. Et donc ça peut s'associer à des traitements, on va dire, de médecine allopathique classique, ou même parfois les remplacer, amener les patients à guérison. Toi, tu te définirais comme un médecin holistique, naturopathique? Ouais, je pioche un peu dans tous ces domaines-là, oui. C'est donc holistique dans le sens, oui, ça, on prend la personne dans son ensemble, et puis on pioche aussi dans un petit peu toutes les médecines. J'utilise certains traitements qui sont de l'homéopathie, il y a des choses, beaucoup de phytothérapie, donc les plantes. Après, je vais avoir aussi, j'utilise quand même encore des molécules, des médicaments. Il va y avoir plein de choses qu'on peut utiliser qui sont... il y a plein de choses. Aujourd'hui, on peut utiliser la lumière, certains types de perfusion, on peut utiliser la biorésonance, enfin, tout un tas de choses. Donc c'est être créatif dans l'approche et le plus global possible. Comment tu t'es intéressé à tout ça, sachant qu'en France, en tout cas, bon, toi, tu es médecin en Suisse. Hein. Ouais. Ça a l'air déjà beaucoup plus libre, la santé là-bas, l'approche de la Absolument. santé. Comment tu t'es formé à tout ça, intéressé à tout ça et est-ce que, par exemple, faire une interview pour un média comme Nexus, ça te pose pas de problème par rapport à... Non, pas du tout, je connais Nexus depuis très longtemps et j'avais à l'époque justement découvert Nexus. À l'époque où je m'étais intéressé, j'étais encore étudiant et je m'intéressais à la problématique des vaccins. Et Nexus avait produit quelques numéros qui étaient très intéressants sur les débats qu'il pouvait y avoir sur les vaccins. C'est comme ça que j'avais connu ce magazine. Et donc, ouais, j'ai toujours été... j'ai jamais été quelqu'un de dogmatique. Voilà, c'est peut-être une de mes qualités. Donc, je suis très ouvert, j'aime bien tout remettre en question, tout ce que j'apprends. Et j'aime bien comprendre ce que j'emmagasine avant de l'intégrer. Donc, ouais, donc voilà. Après, c'est vrai que en Suisse, il y a une culture qui est imprégnée. C'est un pays avec 4 langues, qui est entre plusieurs pays. Donc il y a une influence de l'Italie, il y a une influence de la France, il y a une influence de l'Allemagne. Et c'est vrai que la naturopathie est très très développée en Allemagne. Et je pense qu'elle a donné à la Suisse un petit peu ce côté. La Suisse a une médecine qui est effectivement peut-être un peu plus à mi-chemin entre ce qu'on connaît en France et ce qu'on peut voir en Allemagne. Est-ce que tu penses que ce que tu fais aujourd'hui en Suisse, tu pourrais le faire en France? Il y a plein de traitements que je ne peux pas faire en France. Comme quoi? Beaucoup les traitements, les perfusions, ce que les anglo-saxons appellent les IVs, qui sont assez à la mode parce que c'est très utilisé en médecine anti-âge et en médecine de prévention. Ça va être des cocktails de vitamines et de minéraux, éventuellement d'autres antioxydants comme l'acide alpha-lipoïque, le glutathion, le NAD. Et ça, ces choses-là sont disponibles un peu partout dans le monde, beaucoup dans le monde anglo-saxon. Il y a même des cliniques qui font que ça, dans la médecine anti-âge. Et en France, j'ai compris, moi, en échangeant sur les réseaux, en fait, parce que les gens des fois, je partage certaines des traitements que je fais, et puis les gens disent « Ah, mais je ne peux pas avoir ça en France ». Et j'ai découvert, effectivement, en parlant avec des collègues français, que ces choses-là étaient interdites aux médecins en France, alors que c'est très 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 répandu dans le monde entier. Et cette médecine qu'on appelle anti-âge, on a tendance à la voir comme une médecine esthétique, entre guillemets, et c'est vrai qu'elle va avoir un impact sur l'esthétique, mais en réalité c'est anti-âge au niveau cellulaire. Et donc pour ce qui est prévention
de la dégénérescence, du stress oxydatif, traitement du stress oxydatif, prévention du vieillissement cellulaire, donc éventuellement même du cancer, eh ben, cette médecine anti-âge, elle a aussi un impact. Et donc c'est vrai que il semble que la France soit en retard ou en tout cas bridée sur ce type de médecine. Il y a moins cette chape de plomb en Suisse ou dans les pays type Allemagne par rapport à ça. Est-ce que c'est quoi? C'est le poids des labos qui vient freiner? Je pense pas que ce soit le poids des labos en France, parce que s'il y a un pays où les labos ont du poids, c'est la Suisse. La plupart des gros labos sont en Suisse. Et donc, ils ont effectivement une force de lobbying. Je pense que c'est une culture. Je pense que c'est lié plutôt à la politique. La Suisse, c'est une vraie démocratie. La France, c'est plus discutable. Tu parlais de ces fameuses injections. On avait vu qu'il y a quelques années au sein de Nexus des médecins en Suisse qui tentaient ou qui obtenaient des résultats en essayant de soigner des patients via des injections de vitamine C haute dose sur certains types de cancers. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique-là sur des maladies aussi graves? Est-ce que c'est une piste intéressante? Ouais, c'est une piste intéressante et c'est une piste que je commence un peu à pratiquer. Moi, j'avais pas beaucoup de cancer avant dans mes patients, parce que finalement, quand tu ouvres un cabinet, tu as généralement une patientèle qui a un peu ton âge, donc elle vieillit avec toi. Donc au début, le cancer, c'est quand même une maladie qui arrive de plus en plus tôt aujourd'hui, mais qui normalement est plutôt... Tu constates que ça arrive de plus en plus tôt? Oui. Vraiment? Oui, je constate que ça arrive de plus en plus tôt, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un tabou, mais bon, allez, je vais le lever. Je pense que depuis les vaccins Covid, il y a des cancers qui apparaissent plus tôt. Et je pense que c'est même un secret de Polichinelle, mais je crois qu'il y a beaucoup de déni par rapport à ça. Mais là, on vient d'ouvrir une porte en plus. Mais disons que, ouais, en tout cas, la vitamine C haute dose, j'ai pas encore assez de recul. Mais c'est quelque chose... en fait, je m'adapte. En Suisse, j'ai cette liberté de travailler... T'as pas un conseil de l'ordre qui va venir te radier? Non, il n'y a pas un conseil de l'ordre. On a le droit de faire ce qui est légal, en fait. Et il y a plus de... Enfin, je veux dire, utiliser de la vitamine C, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas toxique. Les doses qu'on donne... sont, voilà. Nous, on a le droit de faire des perfusions de vitamines, tu es médecin, tu travailles avec des infirmières, c'est pour ça qu'on a passé un diplôme et c'est pour ça qu'on est formé, donc il n'y a pas de souci. Après, moi je m'adapte beaucoup à mes patients. Je ne suis pas quelqu'un pour l'instant qui pourrait prôner la vitamine C haute dose dans le cancer, parce que j'ai très peu d'expérience, et je l'ai surtout fait pour m'adapter à mes patients qui me le demandaient, et donc ça m'a permis... je suis en contact avec des gens qui sont très spécialisés dans le monde et qui font que ça, pour avoir être guidé un peu dans les protocoles. Où est-ce qu'ils sont plus spécialisés là-dessus dans le monde? Moi, en tout cas, mes contacts, c'est aux États-Unis et au Mexique. Ah ouais? Ouais. Mais après, il y a beaucoup en Allemagne. Beaucoup en Allemagne. L'Allemagne, c'est pas mal. Mais bon, moi, je parle pas allemand, je parle bien anglais, donc plus ces contacts. Donc tu es un peu un médecin touche à tout et tu te fais ton propre avis et ton propre recul sur les techniques dites alternatives. Oui, je pense que par exemple avec le cancer, j'ai un peu l'approche de Laurent Schwartz. D'ailleurs, j'utilise certains de ses protocoles. C'est-à-dire, je ne suis pas en opposition avec ce qui est fait dans les protocoles. Je collabore avec les oncologues, avec la marge de manœuvre qu'ils nous laissent avoir. Eux, ils font leur protocole comme ils le souhaitent. Et moi, à côté, avec la médecine fonctionnelle, avec la micronutrition, avec mes connaissances à moi, de choses qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de la fac, et donc c'est des formations en plus à côté, on essaye de faire ce qu'on appelle de la médecine intégrative. On va intégrer donc tout ça ensemble pour une approche globale. Et on peut du coup avoir des résultats meilleurs, parce que je pense qu'une pathologie aussi complexe que le cancer, c'est super bien de l'attaquer de plein de côtés. Tu vois ? Et c'est vrai que c'est dommage peut-être des fois aujourd'hui, si les gens rentrent dans un protocole de chimio ou de radio-chimio-chirurgie et qu'on ne se préoccupe pas de leur alimentation et du reste, puisqu'on est quand même tous d'accord pour dire que le cancer est une maladie qui est liée au mode de vie.
Si tu fumes, tout le monde sait, tu es sédentaire, tu manges n'importe quoi, la bouffe très transformée, des choses comme ça, tu augmentes ton risque de cancer. Donc ça fait du sens, une fois que tu as un cancer qui est diagnostiqué et que tu es traité peut-être très bien par un hôpital et tout ça, bah, sur ces aspects-là, l'alimentation, les toxiques sur les environnementaux, d'avoir une action là-dessus. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste du cancer. Oui, bien sûr, mais on voit en tout cas à travers tout le travail que tu fais pour vulgariser ces différentes approches sur tes réseaux sociaux, que tu es un médecin très curieux, Ouais. ce qui est assez rare, et que tu essaies un maximum d'aller chercher à comprendre les mécanismes du vivant, Ouais. comme un naturopathe. Ouais. Et ça, c'est suffisamment unique pour le souligner, en tout cas en France, de notre point de vue. Alors toi, tu m'as dit que tu avais quitté la France il y a une vingtaine d'années. J'étais étudiant. J'étais étudiant jusqu'en troisième année à la fac de médecine de Montpellier. Donc j'ai pas l'expérience de la pratique en France, à part mes quelques stages que j'ai fait avant de partir en Suisse, au CHU de Montpellier. Donc ça, je ne sais pas. Après, je vois en discutant avec des collègues qu'ils ont effectivement... il y en a beaucoup qui aimeraient faire beaucoup plus d'approches holistiques et tout ça, et qui sont un peu... ils sont moins libres, ça c'est sûr. Est-ce que tu as vécu... comment est-ce que tu as vécu la période Covid en tant que médecin? Je l'ai vécu... je suis passé par plein de phases. Au début, c'était difficile. Parce que j'ai été très choqué de la politique qui a été menée. Et je veux vraiment insister sur le terme de politique. Ça a été une prise de pouvoir du politique sur la médecine, alors que c'est nous, les professionnels à la base, les médecins, qui étions garants du soin. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Le fait que, finalement, qu'il y ait... on déconseille aux patients de venir voir leur médecin, que mes patients étaient diagnostiqués, on leur avait fait un frottis PCR dans un endroit, j'étais pas au courant. Donc tu as des patients qui sont malades, ils ont cette pathologie, tu n'es même pas au courant, on leur a donné du paracétamol, on leur a dit c'est le seul traitement, restez chez vous. Même parfois on leur a dit n'appelez même pas votre médecin. Et ils avaient des hotlines où ils appelaient, tout ça. Donc j'ai trouvé ça très désagréable de parfois avoir des patients qui étaient en train de se compliquer. Et c'était justement parce que un de leurs proches m'appelait et c'était pour les gens qui avaient la chance d'avoir mon téléphone portable. Mais je ne sais pas combien de personnes, tu vois, n'ont pas pu avoir accès à moi. Et donc ça, le fait que l'État se permette d'aller poser des diagnostics et de proposer des traitements en bypassant complètement le médecin, et on n'est même pas au courant, et rien du tout, on n'a pas notre mot à dire sur est-ce qu'il faut l'hospitaliser ou pas. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'est le premier truc qui m'a frappé, et où j'ai trouvé qu'il y avait, un vrai problème. Et pareil pour les vaccins. Le fait que moi, que certains de mes patients aient été vaccinés dans des vaccinodromes sans que je sois même au courant, sans qu'on leur demande leurs antécédents, qu'on n'ait même pas leur dossier médical et tout ça. Je trouve que... Disons que si on prend du recul et qu'on sait ce que c'est que la médecine, ce que je viens de vous décrire là, ça n'a rien à voir avec les pratiques habituelles. Et c'était politique. Donc même chez vous, en Suisse, ouais. Vous avez vécu la même chose que nous en France? On a vécu, oui, la même chose, le confinement, des choses qui étaient complètement aberrantes, le masque, alors que on sait que c'est plutôt le lavage de mains qui est important. Même Didier Pittet, qui est en Suisse la référence dans les épidémies, et qui en plus s'était chargé de démontrer ça, que c'était surtout le lavage de mains qui était important. Tu vois qu'il était un peu le cul entre deux chaises, à dire oui, quand on lui disait mais alors le masque, est-ce que c'est vraiment utile, vu qu'au début, quand on n'avait pas, ils avaient dit c'est pas utile, ensuite on l'imposait, tu sentais qu'il était embarrassé et que donc il y avait de la pression politique. Donc tu vois, même les experts qui allaient dans le sens de cette politique, tu sentais qu'ils avaient quand même une sorte d'embarras. Parce que la vérité, en médecine, on la connaît quand même sur comment contrôler une épidémie et tout ça. C'était quand même bien défini et on a fait tout le contraire. Et on a fait tout le contraire, encore une fois, j'enfonce le clou par décision politique. Absolument pas Donc pour vous
qui est, on va dire, beaucoup plus proche de ce que doit être une démocratie, parce que la Suisse vraiment donne un réel pouvoir aux citoyens. Vous avez quand même subi une sorte de diktat. Oui, parce qu'en fait, état d'urgence, là, en Suisse, on vote les lois, hein, le peuple prend les décisions et tout ça. Mais bon, état d'urgence, il y a pas, on n'organise pas un vote en état d'urgence. Donc oui, il y a eu, c'était quand même un peu plus libre qu'en France. Et il n'y avait pas les aberrations type tu dois te faire une attestation à toi-même ou des choses comme ça. Mais ou prendre son café assis et pas debout. Ouais, voilà, il y avait quand même, il y avait un peu moins de, il y avait un peu plus de logique et oui, c'était quand même mieux. C'était quand même mieux, mais j'ai trouvé, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir se reproduire. Je trouvais que ça a fait énormément de mal à la population et au lien médecin-malade, et que la médecine s'est vraiment déshonorée dans cette histoire. Tu as eu du soutien de tes collègues en Suisse, un petit peu? J'ai eu des soutiens, oui, j'ai eu quelques soutiens de collègues. J'ai eu aussi énormément de collègues d'accord avec moi, mais qui ne s'exprimaient pas et qui disaient j'ai un de mes collègues qui m'a dit « go with the flow », il parle en anglais. Et après, oui, et puis après j'ai eu beaucoup d'hostilité aussi de la part de collègues qui avaient cédé à la peur. Et donc qui étaient, voilà, les gens qui cèdent à la peur, ils s'en prennent à leur prochain. C'est quoi, toi, la vision que tu as de ce que devrait être la médecine? La vision que j'ai de ce que devrait être la médecine, c'est la médecine que je pratique. C'est-à-dire qu'elle est très ouverte, elle est centrée sur le patient, avec beaucoup de participation du patient. Je ne suis pas du tout... tu sais, il y a une phrase qui est terrible, c'est les médecins qui, à l'ancienne, un peu autoritaires, qui disent « c'est moi le médecin, c'est bon ». Tu vois, il y a même des médecins qui placardent dans leur salle d'attente Don't confuse your Google search with my medical degree » ou des choses comme ça. Alors que non, je pense que personne ne peut savoir mieux que le malade, comment il se sent, qu'est-ce qu'il a, que souvent ils ont un bon instinct. Avec les enfants, je le vois énormément, les mamans, elles ont un instinct... il faut les écouter. Et les femmes d'une manière générale, elles ont tendance à savoir même ce qu'elles ont. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, les gens peuvent ils ont quand même évidemment tous googlé un petit peu, et ils savent déjà un petit peu une idée. Et moi je trouve que voilà, de participer ensemble, moi je fais beaucoup de maladies chroniques quand même, et dans les maladies chroniques c'est vraiment super important d'être main dans la main. Et finalement j'essaye d'accompagner. Pour moi, le patient idéal, c'est quelqu'un qui est motivé à comprendre qu'est-ce qui lui arrive, à comprendre comment il peut agir dessus. Et là, je l'accompagne là-dedans et on va chercher ensemble. Donc c'est ça. Et on va être ouvert à absolument tout ce qui est disponible pour pouvoir arriver à nos fins. Ton but, c'est d'inclure le patient dans ton approche? Ouais, moi, j'assiste les patients. Si le patient n'est pas lui-même son propre médecin, le premier des médecins, ça doit être lui. Surtout dans la maladie chronique. Tu vois, un truc, une urgence comme ça, t'es pris en charge, hop, dans l'urgence, il faut que les médecins soient efficaces et tout ça. Mais dans le chronique, par définition, tu vis avec ta maladie sur de longs mois, voire des années. Le médecin ne peut pas t'accompagner dans ta vie, tu vois, de tous les jours. Donc si tu n'es pas impliqué, tu ne peux pas guérir dans cette maladie chronique. Est-ce que, on en parlait un petit peu hier tous les deux, tout ce qui était médecine moderne, IA, numérique, algorithme. Ouais. Est-ce que tu vois déjà des choses aller dans ce sens-là dans la médecine? Ouais. Quel est ton point de vue là-dessus? Oui, je pense qu'il y aura, comme toutes les technologies, il y a du bon et du moins bon. L'IA peut être un outil, à mon avis, pratique. Sur quoi, par exemple? Sur le diagnostic déjà, c'est déjà le cas, en radiologie, en pathologie, les analyses d'images, tout ça, c'est un bon outil. Et après, par contre, il y a clairement un potentiel de remplacer le médecin de premier recours avec l'IA, de faire du triage, ce genre de choses. Et à mon avis, qui sera aussi très très efficace. Et là, c'est une menace plutôt pour la profession, je pense plutôt à la profession. Tu penses que c'est possible qu'on puisse remplacer des médecins par des machines? Je pense en tout cas que clairement c'est l'ambition des développeurs, ça c'est sûr. Et
et de tous les acteurs de la médecine. Ça, c'est une vision qu'on a beaucoup plus en Suisse par rapport aux médecins français, parce qu'en Suisse, il n'y a pas de système, enfin disons que tout est géré par le privé. Donc les acteurs sont définis. Les médecins, on a les assurances, les compagnies d'assurance qui vont payer les soins. Il y a les laboratoires d'un autre côté, laboratoire d'analyse, mais laboratoire pharmaceutique, tout ça. Donc tu sais que tu es le médecin, tu es la variable d'ajustement la plus simple au milieu de gros acteurs qui pèsent très lourd, qui peuvent tirer la couverture à eux. Et finalement, aujourd'hui, il y a des technologies et des traitements qui coûtent très très cher, mais l'humain, c'est quand même aussi quelque chose qui coûte extrêmement cher. C'est ce qui, Parce qu'on a l'impression de plus en plus, ouais, depuis le Covid, que tout est fait pour enlever l'humain. On voit oui. En France, il y a maintenant des télécabines de consultation. Ouais. Il y a une volonté. Vous avez ça chez vous en Suisse? On n'a pas ça, mais je pense on commence à avoir des compagnies d'assurance qui proposent, pour payer moins cher à leurs adhérents, de passer par une ligne téléphonique qui, je pense, déjà passe par une IA qui fait du tri. Donc voilà, ça va s'enclencher, je pense. C'est dommage. On retire l'humain d'un métier qui était censé être extrêmement humain et qui, je pense, m'a été encore enseigné par des professeurs à l'époque à Montpellier qui parlaient encore d'art. Et malheureusement, l'évolution de la mentalité des médecins qui ont adopté la façon de penser que les labos voulaient qu'ils adoptent, avec ce qu'ils appellent l'evidence-based medicine et tout, finalement a perdu ce côté humain et artistique de la médecine. Et aujourd'hui, un médecin, si tu as une maladie, que tu ailles voir le grand professeur de l'hôpital à la Pitié-Salpêtrière ou dans une autre ville de France, un stagiaire de 3e année, les guidelines, c'est les mêmes. Donc le traitement, ce sera le même pour tout le monde. Et ça, c'était pas le cas. C'était pas le cas quand j'ai commencé la médecine. Je suis pas si vieux que ça. Ouais, et avant, c'était vraiment pas le cas. Et donc, il y a finalement le médecin que tu vas voir est de moins en moins important. Donc finalement, et aujourd'hui, le médecin pense de manière binaire à tel diagnostic, tel protocole, tel arbre décisionnel. Donc tout ça, c'est déjà de l'IA. C'est déjà remplaçable par l'IA. Donc si la profession ne se remet pas en question et ne veut pas retrouver un peu justement une façon de pratiquer la médecine qui, moi par exemple, dans laquelle je m'épanouis énormément et qui fait du sens et que les gens en plus apprécient, beaucoup de demandes, eh ben, je pense que beaucoup de la médecine aujourd'hui, les médecins pensent déjà comme une IA et donc seront remplacés par l'IA, ça c'est évident. Mais comment le lien entre le médecin et son patient, et inversement entre le patient et son médecin, peut avoir une importance dans l'approche de traitement? Ça a une importance énorme. En fait, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est important. Avant, c'est des choses... Non, c'est hyper important. Pour les gens... Mais déjà, rien que l'effet placebo, c'est quand même un effet réel qui est mesurable. C'est 30%. De l'effet... donner confiance à ton patient, le rassurer. De l'effet thérapeutique, ouais. Et effectivement, quand le courant passe pas entre un médecin et un patient, le pronostic il est très négatif. Et si le courant passe, tu pars déjà tu pars déjà sous de meilleurs auspices. Et donc voilà. Après, il y a aussi, si les patients se sentent à l'aise, ils sont en confiance. Ils vont pas te dire les mêmes choses. Donc pareil, ça va orienter vachement. Ouais. Ça peut même orienter tout ton diagnostic, tes décisions thérapeutiques. Donc ouais, c'est un métier, c'est vraiment un métier du relationnel et c'est un métier, l'être humain a vraiment a besoin de sens, a besoin d'amour. Le soin, c'est ça, c'est de l'amour en vrai. C'est rare pour un médecin d'aborder ça. Ouais, mais c'est partie des rares médecins qui osent exprimer un rapport émotionnel à son métier. Ouais, je pense que j'ai eu des influences, des gens qui m'ont influencé en bien là-dedans. Et puis je pense que c'est déjà ma personnalité. Mais ouais,
Je pense que c'est un métier à vocation. Et malheureusement, tout est fait pour, ne serait-ce qu'avec la sélection en première année par exemple, pour sélectionner, pour éloigner les gens qui ont probablement le plus la vocation. Et peut-être sélectionner des gens qui n'auront pas beaucoup la fibre sur ce qui est au niveau relationnel, humain, etc. Enfin, je fais des généralités là, évidemment il y a toujours des exceptions, mais c'est vrai que moi en première année j'ai des gens qui auraient fait des médecins incroyables, qui ont été dégagés. C'est vraiment cette année qui est la plus dure, hein, apparemment, en tout cas par rapport à l'exigence. Il faut vraiment avoir oui, et puis en fait d'apprendre tout par cœur. Ouais, et puis par exemple moi j'ai fait mon concours en France, donc et je l'ai fait, tu vois, je l'ai raté 2 fois, donc j'ai été insistant. La deuxième fois j'ai été vraiment très proche, donc j'étais en dentaire, donc c'est pour ça que j'ai pu le refaire une 3e fois, et puis c'était une formalité, mais en tout cas tu ne peux pas avoir cette première année si tu n'apprends pas tout par cœur. Et moi, mon cerveau est fait comme ça, j'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas retenir un truc en l'apprenant par cœur. Et donc, quand tu sais pas apprendre par cœur et que tu as besoin de comprendre, pour comprendre le programme de première année, ça prend 2-3 ans. Et généralement, tu n'as pas autant de chance. Et donc, on sélectionne des gens qui ont été capables d'apprendre par cœur, c'est-à-dire sans remettre en question et sans forcément avoir compris. Comme une machine. Comme une machine, et donc on sélectionne en première année de médecine des gens endoctrinables, par définition, et donc qui vont être parfaits pour cette médecine d'aujourd'hui, médecine de guidelines, médecine donc de labo pharmaceutique. Mais malheureusement, médecine remplaçable en un claquement de doigts par l'intelligence artificielle. Et ça, tu penses que comment est-ce qu'on peut s'en prémunir, nous, en tant que citoyens, face à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut refuser un maximum de rentrer dans ce système numérique? Est-ce qu'il faut privilégier des médecins qui ont un rapport relationnel plus important? Est-ce qu'il faut aller voir plus de naturopathes? Moi, je pense qu'il faut avoir il faut avoir une super relation médecin-malade. Et moi, j'ai eu beaucoup d'appels à l'aide pendant la crise Covid, justement parce qu'il y a eu une rupture totale. Il y a beaucoup de gens qui avaient perdu le dialogue complet avec leurs médecins, parce que les médecins ont répondu à la pression du gouvernement par du stress. Et en fait, c'est déjà une profession qui était mise en tension dans la médecine de premier recours, et donc ne voulaient pas que leurs patients les emmerdent avec leurs doutes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance dans leurs médecins à ce moment-là, qui ne savaient plus à qui se vouer. Parce que je ne suis pas sûr que tu aies suffisamment de place pour accueillir tous les gens qui veulent aller voir un médecin humain encore, qui reste. Oui, après, et puis il faut aller faire le voyage en Suisse pour nous. Voilà, oui, mais il faut relativiser. Les médecins sont. Comment on fait? J'ai quand même, je veux dire, il y a beaucoup de médecins qui sont extrêmement humains. On n'est pas encore. Mais il y a eu, il y a quelque chose pendant le Covid, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé, il y a eu une accélération de ces processus en fait. Et je pense que en France en tout cas, aller vers les naturopathes est une bonne idée parce qu'ils ont, et c'est pas incompatible avec avoir son médecin aussi, hein. Mais je pense que d'avoir son médecin et d'avoir son naturo à côté, ça peut être bien. Les naturopathes prennent plus le temps. Ils prennent en compte beaucoup plus, ils ont une approche qui ressemble beaucoup à la médecine que je pratique. À bien des égards, c'est de la naturopathie. Et donc ça peut être très complémentaire d'avoir un médecin généraliste et son naturopathe. Si les deux d'ailleurs peuvent communiquer, là on serait dans quelque chose d'idéal. Si les médecins sont ouverts d'esprit pour dire tiens, vous allez chez un naturopathe, qu'est-ce qu'il vous propose? Ah tiens, c'est intéressant tout ça. Ça peut être une bonne solution. Parce qu'il y aura toujours besoin en tout cas, ne serait-ce que pour les certificats ou certaines ordonnances, tu as quand même besoin d'un médecin. Et puis je pense que le médecin, moi c'est mon métier, je valorise cette profession, j'ai pas envie qu'elle disparaisse. Donc, voilà. En tout cas, tu es la preuve qu'on peut concilier la médecine et la naturopathie dans une approche holistique. Oui, il y a des gens en France qui font ça aussi. Ils ont pas la palette
aussi large de traitement qu'ils le voudraient parce qu'il y a beaucoup de restrictions en France. Mais ils ont quand même cette approche holistique. Il y a beaucoup de médecins en France, il y a énormément de médecins qui ont la double spécialité avec l'homéopathie. Et ces gens-là, en général, sur leur plaque, il y a écrit médecine, homéopathie, mais ils ne sont pas que homéopathes. Souvent, ils ont étudié la nutrition, souvent, ils ont étudié l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. Et donc, ils ont quand même plein de cordes à leur arc. Donc, généralement, c'est des gens assez holistiques. Non, ça existe encore. Il y a un autre aspect de ton approche et, que tu partages hein, sur les réseaux qui montre beaucoup de spiritualité dans ta façon d'aborder la vie, d'aborder la santé. Voilà, tu en parles très ouvertement sur Internet. Est-ce que selon toi, c'est important la spiritualité dans ta vie, dans la vie des gens ou de tes patients? Et est-ce que tu penses que c'est compatible avec la médecine? Ouais, ben oui, la médecine était avant, la médecine était complètement liée à la spiritualité puisque c'était les religieux qui prodiguaient les soins. Ça faisait partie de ça. Même si le monde matérialiste nous rend malades. La société occidentale, elle nous rend malades. Je pense qu'on a besoin de la spiritualité. Je pense qu'on est corps, âme et esprit. Ou en tout cas, ceux qui ne croient pas à l'âme, on est au moins corps et esprit. Et il faut que la santé, et d'ailleurs c'est la santé selon l'OMS, hein, c'est de faire coexister les deux. Donc c'est pas ma définition de la santé, c'est la définition officielle de la santé. Et je pense que la spiritualité, c'est hyper important. La spiritualité, c'est quoi? C'est le sens que tu donnes à ta vie, en fait. Tu vois, c'est pas forcément Dieu, mais en tout cas au moins le sens que tu donnes à ta vie avec une certaine une perspective plus grande. Donc voilà, moi je partage ma foi et je pense qu'on est dans une période. André Malraux disait que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Et effectivement, il va y avoir, je le vois, il y a un retour à la spiritualité. Puisqu'on a été, je pense, au bout de la logique matérialiste avec notre société et qu'elle est en train de montrer ses limites. Et donc voilà, la parenthèse, on va dire, du rêve américain ou du rêve de la révolution industrielle, elle est, même s'il y a encore des rêveurs par rapport à l'IA, au transhumanisme, au World Economic Forum, etc. Je pense qu'on est des êtres spirituels et que la bonne santé, on peut l'avoir sur ce plan-là aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'une fois que tu as la santé spirituelle, en tout cas, ça peut, les compartiments peuvent s'aider si tu veux. Être en forme dans ton corps, tu vois, te mettre à faire du sport, avoir une bonne diète et tout ça, tu vas te sentir mieux dans ta tête. Tu vois. Et pareil, si tu as la foi, peut-être quand tu es malade, tu as une ressource en plus qui te permet tu vois, d'aider. Donc pour moi, c'est pas du tout indissociable. Est-ce que du coup c'est pour toi même... Enfin, c'est indissociable, excuse-moi, c'est indissociable. Donc c'est nécessaire? Ouais, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis. Moi, après, sur Instagram, ce que j'exprime, c'est très proche. J'ai un compte qui me reflète parfaitement tel que je suis. Et je pense que, voilà. On voit que ça plaît à beaucoup de gens, parce que ça doit répondre à un besoin de sens, finalement, tout ça. Bon, moi, je suis un être humain qui pratique la médecine. J'essaye d'aider voilà, comme on peut. J'ai la foi, je ne le cache pas. Après, je passe pas mon temps à prier pour mes patients dans le cabinet. Il y a un temps pour tout. Mais oui, moi en tout cas ça m'aide dans la vie et je pense, ouais, comme je te l'ai dit, je pense que c'est dans ma vie c'est indispensable, je pense que beaucoup de gens sont d'accord
Et je pense que c'est pas incompatible de parler de sa foi. Ça peut être des choses, c'est des choses que j'organise en dehors. J'organise des choses en dehors du cabinet, en dehors de ma pratique, dans ma vie de tous les jours. J'organise un peu des fois des camps dans lesquels on va jeûner, parler, partager de la foi, méditer, prier. Ou alors je fais des petites réunions aussi à Genève 2 fois par mois. Et là, voilà, là on est plus ouvert pour échanger sur ces choses-là. Et effectivement, je pense qu'il y a de la place pour ça en tout cas, ouais, ça c'est clair. Est-ce que justement tu parlais du jeûne, c'est quelque chose que tu pourrais conseiller à des gens qui veulent reprendre leur santé en main? Ouais, le jeûne est indispensable. Tous nos ancêtres, toutes les anciennes traditions jeûnaient. Et bon, des fois parce qu'ils étaient forcés, hein, parce qu'à la fin de l'hiver, il n'y avait plus grand chose à bouffer. Donc tu avais un jeûne printanier qui était finalement assez inévitable. Mais le corps a été fait pour jeûner. Et lorsqu'on jeûne, c'est là où on va réparer notre corps et où on va le détoxifier. Et donc nos ancêtres, et on parlait du lien avec la spiritualité, toutes les religions, toutes les anciennes spiritualités mettaient le jeûne et la façon dont on s'alimente dans les pratiques. Et donc à des époques où le monde était 1000 fois moins pollué qu'aujourd'hui, on se soignait en jeûnant. Aujourd'hui, on aurait d'autant plus intérêt à le faire parce qu'on est exposé à une quantité de polluants qui est sans précédent. Et encore une fois, le corps a deux modes, l'anabolisme et le catabolisme. Donc si tu es toujours en train d'emmagasiner, tu ne détoxes pas. C'est quoi l'anabolisme et le catabolisme, ouais, bon, rapidement? Là j'ai fait un raccourci parce que l'anabolisme c'est en gros le stockage d'énergie ou de nutriments, et le catabolisme c'est quand tu vas le brûler justement. Donc manger par exemple, on mange trop en fait. On mange trop et trop souvent. Donc il n'y a plus de période de jeûne. Le processus d'autophagie, qui est donc ce processus qui s'enclenche dans la cellule après plusieurs heures de jeûne, 10 à même plutôt 24 heures, après un certain temps, parce qu'il y a des entraînements qui peuvent avoir, plus tu jeûnes, plus la cellule elle est habituée, donc elle va entrer dans ce mode-là plus rapidement. Mais c'est tu vas mettre en route les lysosomes qui sont dans les cellules et qui sont en gros le vide ordure, si tu veux, de la cellule, et qui va permettre de détruire ces protéines défectueuses et de les éliminer ou de les recycler. Et donc ça, ces processus-là ne se mettent en route qu'à jeun, quand tu es à jeun depuis plusieurs heures. Donc si on se lève le matin et on mange directement et on mange régulièrement jusqu'à se coucher le soir, en fait, virtuellement, tu n'auras peut-être jamais enclenché ces mécanismes-là. Donc tu as des cellules qui ne se réparent jamais ou qui ne se détoxiquent jamais. Et donc là, évidemment, tu as des risques d'avoir des cellules défectueuses, fatalement en grand nombre, et donc un risque de virtuellement toutes les pathologies qui va être augmenté, notamment le cancer. Donc le jeûne, pour moi, oui, c'était pour les anciens, c'était un impératif pour maintenir sa santé. Et aujourd'hui, dans cette société d'abondance et d'abondance de cochonneries en plus, c'est plus que jamais important. Donc moi, je conseille à tout le monde d'intégrer le jeûne dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Au moins le jeûne intermittent, c'est-à-dire sur un cycle de 24 heures, de par exemple essayer de ne pas manger pendant au moins 16 heures. Ce qui n'est pas si difficile que ça, parce qu'il y a une bonne partie qui sera la nuit, vous dormez, donc vous n'avez pas faim pendant la nuit. Ça peut être une méthode. Après, sinon, jeûner peut-être 24 heures une fois par semaine, 3 jours par mois, 1 semaine par an, tu vois, 2 semaines tous les 2 ans, mais en tout cas, qu'il y ait une certaine quantité de jeûne dans votre vie, parce que c'est vraiment là que votre corps va se réparer. Et est-ce que du coup, pour faire un petit parallèle avec la spiritualité dont on a parlé juste avant, tu penses que tout ce qui est de l'ordre de la foi, c'est une façon de détoxifier notre esprit? Parce que là, on parlait de détoxifier le corps. Est-ce que la spiritualité, ça permet de détoxifier un peu notre esprit,
tout ce monde d'abondance et tous Ouais. ces matérialismes qui nous entourent? Bah, ça dépend quel type de pratique spirituelle, mais parce qu'en fait, dans la spiritualité, on peut aussi beaucoup se prendre la tête. L'étude ou alors le fait si on a une vision de Dieu, d'un Dieu qui est contrôlant, qui juge, tout ça, ça peut générer du stress, être contre-productif. Mais par contre, dans la pratique, oui, dans la foi, la retraite déjà, la démarche de la retraite, du jeûne. Donc le jeûne, quand on le pratique avec la foi, c'est effectivement, c'est de... Ben, ouais, c'est... donc le jeûne, ouais, donc, la foi, donc le jeûne, la prière, il peut y avoir des prières méditatives en fait, ou même juste de la méditation, qui sont plus en fait cathartiques, voire même, ouais, où tu vas te vider ton esprit, et ça, ouais, ça peut être ça peut être très bénéfique. La louange aussi, moi, je chante beaucoup de cantiques, ça fait du bien aussi. La marche, c'est une pratique spirituelle, la marche. Vraiment. Moi, en tout cas, personnellement, dans ma façon de pratiquer, ouais, ça va être éventuellement jeûner et marcher en méditant et en priant. Ça fait énormément de bien. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ceux qui nous écoutent concernant Non, moi j'ai envie de rajouter, on termine sur la spiritualité, donc j'ai quand même envie de partager ce qui nous a réunis hier soir, c'est-à-dire que la spiritualité, à mon avis, fait partie des domaines de la santé, pour le corps et tout ça, mais il y a aussi dans le spirituel la guerre spirituelle. C'est une réalité invisible, mais qui se traduit dans le visible, puisque tout le monde est d'accord pour dire que dans le monde, il y a du bien et il y a du mal. Et il y a une lutte du bien contre le mal. Et on la voit dans le monde, cette lutte, on la voit en nous. Et donc, en fait, il y a une réalité spirituelle qui surdétermine la réalité tangible. Et le film Les Survivantes nous plonge directement dans la réalité de ce combat spirituel et à quel point il peut avoir des répercussions extrêmes dans le réel. Donc j'encourage les gens à aller voir ce film et à se connecter à leur âme et au sens de la vie. J'encourage évidemment comme toi à aller voir ce film qui est vraiment très important pour briser le tabou d'Omerta sur ce sujet de la pédocriminalité. Donc, je rappelle à ceux qui n'auraient pas le lien, c'est sur lesurvivantes-lefilm.com. Et aussi, j'invite ceux qui nous écoutent à te retrouver sur Instagram, parce que c'est là où tu t'exprimes, où on te voit partager toutes tes connaissances, tes vulgarisations en santé et aussi tes réflexions, parce qu'on voit que tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe en France et tu n'hésites pas à nous partager ta vision avec un peu d'humour. Donc, Bon, après, les réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui me font marrer et je les partage en story, tu vois, parce que c'est aussi... c'est un compte Instagram, hein, c'est pas... On n'est pas sur Doctolib. Non, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant comme point de vue. Ouais, c'est pas dénué de sens souvent. Non, bah oui. Non, rejoignez-moi sur Instagram. Et dans la vraie vie, j'ai toujours beaucoup de plaisir à croiser des gens qui me suivent et à les rencontrer dans la vraie vie. Voilà, pendant le Covid, on en parlait tout à l'heure, les réseaux nous ont permis de garder quand même un lien social. Et c'est vrai que maintenant, moi j'aime beaucoup passer du virtuel au réel, donc c'est toujours un plaisir. Si vous me croisez, venez me voir. Et j'aime beaucoup passer du temps avec les gens et les rencontrer. Donc, voilà. Et bah, Pablo, merci beaucoup pour T'inquiète. cet entretien riche, le partage de toutes tes approches, tes connaissances. Voilà, allez voir Pablo sur Insta, je mettrai en lien dans la description ton compte Insta, Ouais. le lien vers le film Les Survivantes.
Et puis bah, j'espère à très bientôt. Bah oui, merci Nexus. Et pour ceux qui voudraient approfondir, n'hésitez pas à aller voir le dernier numéro Nexus actuellement au kiosque, le numéro 153, sur l'intelligence artificielle durant les JO. C'est le second volet de notre enquête sur la dictature du numérique. Et merci à tous ceux qui peuvent nous soutenir et s'abonner, car Nexus, je vous le rappelle, est sans pub et sans subvention. Et c'est grâce à nos lecteurs uniquement que nous pouvons subsister. Merci à tous.